Disclaimer, cette vidéo est la seconde partie d'un top 20, et il serait nettement plus avisé de voir l'autre avant, et ça t'aidera à comprendre un peu mieux mes choix et à savoir où je veux en venir. Sur ce, numéro 10. Ping-pong et un animé sur le ping-pong. Voilà. Numéro 9. Bon, Ping Pong, c'est le tout premier animé du studio Science Saru, qui adapte le manga de Taiyo Matsumoto du même nom, soit un auteur très réputé dans les sphères de la bande dessinée. Ça parle de plusieurs pongistes ayant la fureur de vaincre et de devenir le meilleur, se battre sans répit, tout faire pour être le vainqueur et gagner les défis. Des aspirations et des rêves derrière une lutte entre le talent et l'effort, de grands chauves, de doomers à Noël et de chinois énervés. En somme, rien qui diffère d'un manga de sport comme un autre. Alors pourquoi que Ping Pong ça déchire ? Déjà sur le plan technique, c'est le parfait mélange entre le trait relâché de Matsumoto et le mouvement en roue libre de Masaki Yuasa. Ça pullule d'idées comme l'utilisation exemplaire de split screen qui rappelle le paneling d'un manga, tout en restant ultra dynamique à l'animation. C'est d'ailleurs à partir de Ping Pong que Yuasa s'est adonné aux techniques d'animation flash, et quand on voit le résultat, c'est difficile à croire. Et tu vois, si on en fait tout un flanc avec Ping Pong, c'est que la série prend le temps pour dire que vocation et passe-temps ne sont pas indissociables. Zen attitude, esprit sain dans un corps sain, c'est sa touche de sensibilité et de spiritualité qui fait de Ping Pong une série aussi thérapeutique pour ses personnages que pour ceux qui regardent ces mecs coupe au bol taper dans des boules de plastique avec des raquettes. Un de mes préférés, c'est ce mec qui apparaît brièvement, même pas 20 secondes dans 4 épisodes. Il perd au ping-pong, puis il se dit qu'il ferait mieux de trouver un sens à sa vie à la plage. Puis il se rend compte que la plage c'était pas trop son truc, puis il se dit pourquoi pas la montagne. Puis un an plus tard, il se dit que le ping-pong, il trouvait ça vachement bien quand même. Ping-Pong The Animation est une série unique qui franchement n'a rien à se reprocher. Une direction artistique qui change la donne, une soundtrack immersive qui donne du peps aux scènes les plus anodines, et une histoire qui tient en 11 épisodes seulement, qui ne gaspille pas une seconde de votre temps. Je dois le dire, un must-see. Numéro 9. Jojo. Et oui, Jojo est là. Jojo est toujours là. Et ce n'est pas un mystère, je suis gaga, je suis fada, je suis gogo pour Jojo. Les démagos qui n'ont pas l'air de gigolos, qui se distinguent de la masse avec l'étoffe d'un Hidalgo. Après 25 ans à avoir été ce shonen tip top cool dont on parlait seulement dans des vieux forums et articles spécialisés, condamné à ne s'en tenir qu'à d'excellents OVA de 6 épisodes dans les 90s, cet épisode préquel vachement moins feng shui en 2000, et un film Phantom Blood qui s'est perdu dans une faille spatio-temporelle. David Production a écouté nos prières et les a exaucées. Enfin, nous pouvions profiter d'un animé adaptant l'intégralité de JoJo's Bizarre Adventure. En soi, l'animé de David Production n'est pas particulièrement magnifique. Outre qu'on perd la finesse et la touche artistique ultra précise d'Araki, on pourrait regretter par exemple que Stardust Crusaders dure trop longtemps, qu'on a sacrifié le format compact et digeste du manga pour ajouter des scènes de prout avec Iggy, que Killer Queen ne ressemble à rien, que les pouvoirs de Dio sont plus nébuleux dans la première saison qui rend l'accroche plus difficile, qu'une partie de Diamond is Unbreakable semble avoir été rushée car les conditions de travail du studio n'étaient pas prospices à la qualité, et surtout, plus que jamais, nous avons appris qu'on a toujours le temps pour parler. Mais je m'en fous, tout le monde s'en fout, c'est Jojo! Un animé qui s'est resté toujours captivant avec des barres de fun, des personnages hauts en mille et une couleurs avec des seiyuu qui se donnent plus à fond les uns que les autres. Bref, entre la variété et l'efficacité du concept des stands, les sauts émotionnels, le format mystère bagarre, le catharsisme absolu de ces combats ingénieux, et la ribambelle d'eux-mêmes qui vont avec, il est inconcevable de s'ennuyer devant JoJo's Bizarre Adventure. Et c'est pas quelque chose qu'on trouve partout, d'autant plus quand ça touche autant de monde. Car oui, je sais très bien que toi, là, qui regarde cette vidéo, oui, je sais que tu as déjà regardé Jojo, que ta sœur, ton cousin et son chien ont regardé Jojo aussi, et que tu envoies des mèmes de Giorno et son piano à tous tes amis sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'ils te supplient d'arrêter parce qu'ils voient ce mème depuis déjà 2 ans, putain! Si l'animé a réussi quelque chose, c'est d'avoir fait de Jojo un phénomène mainstream. Et je dirais même plus, l'animé a fait de l'entièreté de l'œuvre un mème géant, qui s'est propagé comme la pire des pestes. Et c'est une bonne chose. Donc en vrai, j'ai pas trop besoin de le recommander davantage à des gens qui en ont peut-être déjà un peu trop entendu parler. Mais je mentirais si je n'avouais pas que mon plan depuis le début était d'attirer les fans de Jojo insouciants à s'intéresser aux autres animés que je présente dans ce top. Alors oui, Jojo c'est génial, peut-être la meilleure chose qui existe en ce bas monde, mais je vous en prie, sans vouloir avoir l'air hautain ou méprisant, apprenez à apprécier ce qu'il y a autour aussi, car fut une époque où Jojo était ce truc que vous laissiez de côté. Numéro 8. Panty and Stocking with Gutter Belt.
Comme le disait Nietzsche, Gainax est mort, et Panty et Stocking l'ont tué. Pour ceux qui n'ont jamais regardé, les sœurs Anarchy, Panty et Stocking sont deux anges obscènes bannis des cieux. L'une est nymphomane et l'autre addict au sucre. Elles sont contraintes par un pasteur afro-pédo de combattre des fantômes de caca, des fantômes de vomi, et sans oublier bien sûr, les fantômes de sperme. Parce que la merde c'est marrant. On ne pouvait pas mieux commencer la décennie, ni même mieux ruiner Noël. Laissez place au bon goût, ce soir ça va voler tellement haut qu'on pourra dire qu'on va s'envoyer en l'air. C'est l'animé le plus trash, le plus filou, le plus fifou et le plus décomplexé sorti de l'esprit malade d'Imaishi. Dire qu'une des séries les mieux animées et de loin la plus stylisée et originale qu'on a eu ces 10 voire 20 dernières années, c'est fait après autant d'efforts sur une sorte d'épiphanie du staff qui, sur leur table ronde, se sont sûrement dit « Les gars, les Américains, quand ils disent fuck, c'est vraiment trop marrant. » Une révélation perspicace qui a donné naissance à Panty and Stocking, qui pour le coup leur a donné complètement raison. You motherfucker! Fuck that guy, fuck this guy, fuck the guy! Fucking fuck! L'animé a un cachet qui lui est propre, une cam énergique boostée à l'électro. Mais quel type d'identité me diriez-vous? Levez votre drapeau, mangez un hot dog, enfilez un chapeau de cow-boy et priez Ronald Reagan, car Sainte Marie, Mère de Dieu, que ce dessin animé passe les frontières pour être le plus américain possible. Hey, fucking cowboy, fucking cowgirl, how the fuck are you doing? C'est donc ça, la classe américaine. On remarque au premier coup d'œil le style des cartoons typiques des débuts 2000, les super nanas en tête qui étaient extra populaires au Japon. Mais pas que, tout ce que vous imaginez de consommables américains, ça y est parodié. Sex and the City, Transformers, George Romero, Ashitano Joe, les Teenage Movies... Attends, y a pas un intrus? Et ça ne se contente pas que du cartoon. Panty and Stocking s'amuse assez souvent à changer de style graphique, déjà que son style de base est aussi atypique qu'intemporel. Et encore aujourd'hui, je me remets à redécouvrir Panty and Stocking et à me prendre une claque visuelle qui me rappelle que cette série est l'une des plus impressionnantes de l'animation tout court. Et c'est quand même la honte totale qu'il n'y a toujours aucun moyen de voir cette série légalement en France. Je veux dire, je pense qu'il y aurait plus un public pour Panty and Stocking que pour des trucs qu'on trouve sur le marché dont littéralement tout le monde se fout. Après, les ayants droit c'est compliqué, mais entre temps j'ai des DVD britannique, donc je doute que c'était impossible non plus. Bon, désolé pour l'aparté, trouvez un moyen, hackez internet pour voir Panty Stocking, car c'est un pur trip qui le mérite. You motherfucker! Numéro 7. Putain de Gundam The Origin, sa race. Un retour aux sources qui peut introduire même les plus réfractaires au genre du mecha dans l'univers Gundam. L'histoire de The Origin se situe juste avant la série de 79, aka la première et la plus importante, où les premiers prototypes de Mobile Suit sont encore en développement. Donc il y a des mechas en 3D mais vite fait. Place au drame politique, vendetta, magouille, rébellion, crimes de guerre et familles séparées. On retrace l'enfance et l'avènement de l'antagoniste le plus populaire de la série, Char Aznable, alors qu'il planifie sa vengeance et joue les cracks pour devenir la fameuse comète rouge. Et franchement, Char est tellement un pur savage dans cette série qu'ils auraient pu la renommer Chad Aznable à 99 problèmes et une putain n'en est pas un. Un des personnages les plus charismatiques et influents de la Japanimation à son pinacle, qui fait de The Origin une série super palpitante à suivre dès le début. Mais ce n'est pas que lui qui brille dans ses OVA. Le character acting impressionnant est peut-être le meilleur qu'on a eu cette décennie. Une marque de fabrique typique du réalisateur Yoshikazu Yasuhiko, réal de Venus Wars, Giant Gorg, Arion et Crusher Joe, mais aussi le chara-designer original de Gundam. Les personnages sont tellement vivants et s'expriment si bien dans une expressivité constante qu'on ne peut s'empêcher de s'attacher à eux, même les plus ignobles ou les plus gris. Le simple geste comme un vieillard au triple menton qui se lève de sa chaise, une marche, un regard rempli de rage, un gars énervé dans un bar ou une tension homosexuelle partagent de nouvelles nuances à des personnages déjà présents depuis les balbutiements de la franchise. C'est dingue comme une simple expression faciale peut changer tout un récit. Et c'est surtout bénéfique pour la famille Zabi. Where's Zippy? Zippy. Zippy, hi Zippy, what a good name. Beaucoup plus échafaudé que dans la première série. The Origin font d'eux des antagonistes d'exception, et voir une magouille qui en entraîne une autre jusqu'aux atrocités commises à la fin de la série, c'est comme voir un accident de la route au ralenti. C'est pas très funky, mais la curiosité morbide l'emporte. À quel point ça peut être pire? Faut dire, ça commence avec l'empoisonnement de Lénine, et ça finit sur le début de la première série Gundam, où ils ont génocidé la Terre à coups de colonies spatiales kamikazes. Je peux vous dire que les terriens sont furax. Gundam The Origin ne donne qu'une envie, en avoir plus. Alors accrochez-vous car je vais devoir faire quelques explications en essayant d'intimider le moins possible. En fait, The Origin est adapté d'un manga qui est un remake de la trilogie compilative de la première série, mais avec le dessin ultra précis de Yas et quelques retouches qui ne font qu'améliorer l'expérience. Et il est fort possible que les prochains OVA Gundam The Origin nous offrent enfin le remake que tout le monde veut et dont tout le monde a besoin. Gundam The Origin a été remonté en une série TV de 13 épisodes que je n'ai pas vu. Il paraît qu'ils ont enlevé quelques scènes donc je pourrais pas trop vous dire ce que ça vaut. Perso j'ai vu et je vous recommande les OVA de 6 épisodes, d'une heure à peu près chacun. Mais qui sait, peut-être qu'avec ces 6 épisodes, Gundam The Origin fera de vous un fan. L'autre numéro 7. Gundam Unicorn.
je triche, mais je ne pouvais pas me permettre de passer Gundam Unicorn, qui mérite amplement le top 10, si ce n'est qu'une brève mention. En gros, Gundam met One Piece, il y a une sorte de trésor boîte de Pandore caché qui remettrait en cause le status quo, et il y a tout un drame militaire avec des persos bien stylés qui vous font dire « Ah, la guerre !» Quand on essaye d'expliquer pourquoi que Gundam c'est bien, c'est cette série qui en est l'exemple le plus flagrant. Une des meilleures expériences Gundam avec un feeling best-of, placé très loin dans la timeline qui nécessite quelques acquis de la mythologie Gundamou, qui fait que The Origin est meilleur pour les non-initiés, et que moi que je préfère The Origin quand même. Si vous voulez du pur méca gros robots qui font des bips et des boops, Marine Le Pen et des gens qui vont littéralement trop loin dans l'espace, Gundam Unicorn sera votre destrier bien mérité à la fin d'une saga qui ne semble n'en jamais finir. Numéro 6. L'attaque des titans. Si tant tenté par l'attaque des titans que tantôt je tacle cet animé tard pas bien au ton et au thème tétanisant. Comme je me suis amusé à voir mouvoir dans les airs des militaires mourir aux mains de géants malfaisants qui, mystérieux, se révèlent être des mécas de chair. Un mœurs pourtant effacé des mémoires qui, en franche phénomène, maintient par miracle un appeal mainstream. Les nazis, c'est naze, on ne chante pas les copains d'abord, mais mamase, mamasa, mamakusa, car Mikasa, esto, kasa. Shingeki no Kyojin, c'est des titans, des twists et tout un ratouin-toin de complot et de sous-sol de papa. Et surtout, ça tue. Très honnêtement, une série qui ne fait que s'améliorer en allant de l'avant. Si l'attaque des titans a eu le succès qu'il mérite, c'est en partie pour toutes les promesses qu'il faisait à un postulat qui en mettait plein la vue. Le mystère qui a nourri toute une fanbase bien présente et qui pour le coup n'a pas déçu. Un scénario bien ficelé, du militarisme sans pitié, voire assez osé la plupart du temps, des révélations qui recontextualisent l'intégralité de l'œuvre quotidiennement, des cliffhangers insupportables et des scènes d'action épiques qui mêlent super bien le tradi et les décors 3D. De quoi sublimer le système de tridimensionnalité avec de sacrées pirouettes de Levi. L'adaptation de Wit Studio a d'ailleurs propulsé le succès de l'attaque des titans. L'anime prend les chapitres du manga et balance tout le popcorn avec la grosse soundtrack d'Hiroyuki Sawano et les effets spéciaux du déplacement d'un caillou pour boucher un mur à une charge suicide, y a pas à dire, c'est toujours sensationnel. Est-ce que l'anime surpasse le manga? Beaucoup vous diront que oui, et quelques-uns vous diront que non. Bon ok, le truc du titan qui efface les mémoires, j'ai trouvé ça un peu facile, mais mis à part ça, on peut difficilement trouver un manga qui a pris autant d'ampleur en aussi peu de temps. L'attaque des titans a les couilles de passer du coq à l'âne tout en restant cohérent. Ce n'est pas fini, mais vu le soin que Studio 8 prend avec l'adaptation, la conclusion sera à la hauteur du titan colossal. À coup sûr. Numéro 5. Space Dandy. Comme son nom l'indique, Space Dandy est un dandy qui vit dans l'espace. Il parcourt toute la galaxie pour chasser des extraterrestres. En partant à la découverte des nouveaux mondes, il rencontre des espèces d'aliens, jusque-là inconnues. J'en ai déjà parlé, je lui ai déjà jeté mes fleurs, mais rien n'est jamais trop bon pour Space Dandy. Amateur de pulp, de fesses, de disco et de liberté artistique totale, contemplez la star de la Voie lactée pour ce qui est selon moi le représentant de ce qui s'est fait de mieux en animation japonaise cette décennie. Et oui les petits gars, du numéro 5 jusqu'au premier, c'est les vrais number one. Space Dandy suit un groupe de personnages archétypaux, une bande de losers de l'espace qui aiment squatter des cafés beaufs et s'aventurer vers de nouveaux horizons. Oublions l'histoire, laissons la continuité à la plèbe. Space Dandy, derrière un masque d'humour grivois, est en réalité une série anthologique, voire expérimentale qui donne carte blanche à toute une équipe créative. Et chaque épisode individuel a son style, son ambiance, son ton, tout en gardant l'identité funky propre de Dandy. À travers ce cast principal passe-partout qui marche en toutes circonstances. Ça parodie autant la SF Pulp que son nez de la SF Pulp pure et dure. Dandy est tout et rien à la fois, propose une diversité de storytelling de malade et envoie toujours du pâté niveau animation sans que personne n'ait rien demandé. Je veux dire, littéralement, il y a une scène complètement rajoutée par un animateur qui était pas au storyboard seulement pour le plaisir d'en mettre plein la vue. Space Dandy a lancé ce que j'appelle les animés Sakuga porn. Tout est toujours prétexte pour balancer des cuts de tarés de derrière les fagots, et encore aujourd'hui on s'en souvient, putain, Space Dandy quoi. Bref, Dandy c'est très bien, le simple fait qu'une série comme celle-ci existe me remplit de joie, et vous devriez vous en réjouir vous aussi. Je veux mourir. Numéro 4. Mob Psycho 100. J'avoue ne pas frissonner d'envie de me répéter car j'ai déjà parlé vite fait de Mob Psycho dans ma dernière vidéo et ce que j'y ai dit est toujours valable. Donc cette entrée risque d'être un poil plus expéditive que les autres. Mob, c'est l'histoire d'un mec avec des pouvoirs psychomentales plus forts que Musclor, un vrai cador, mais beaucoup trop nul pour draguer sa crush dans son collège du sel. Donc il fait de la muscu et se fait exploiter par un exorciste charlatan qui a de très bons speeches sur la confiance en soi. Un shonen neketsu subversif qui a su démontrer le full potentiel du talent d'écriture de One. Car si Mob Psycho n'était pas spécial comme tout le monde, au moins il peut devenir ce qu'il voulait être.
Une prise de maturité d'un genre très codifié, accompagnée de questionnements existentiels sur comment déterminer sa propre valeur. Mob Psycho transpire de bienveillance grâce à ses personnages attachants, ses messages et ses instants de bonté humaine. Voilà la recette pour réchauffer le cœur des fans de manga de sang en ébullition. Un des meilleurs représentants qui a su tirer l'efficacité du format typique des animés des 2010, souvent séparé de saisons de 12 à 13 épisodes où il y a rarement à se mettre autant sous la dent. Ouvrons le débat, est-ce que Mob Psycho 100 est la série la plus croustillante en animation de la décennie? Peut-être. Probablement. Sûrement. Oui. La liste d'animateurs de talent est longue comme ma bicyclette. Et des images valent plus que des mots, donc je vais aussi vous épargner du name dropping bien pénible. Une mention tout de même à l'animation sur verre de Miyo Sato, utilisée en grande partie dans la première saison pour les apparitions ectoplasmiques de nos amis les fantômes. Mob est un animé de psychopathe, une série qui non seulement est un sans faute selon moi, mais qui se permet en plus de se surpasser à chaque occasion. Et ne serait-ce que pour ça, où les doigts délicats de Reigen, Mob remporte la 4ème place de mon classement. Numéro 3,5. La Japan Animator Expo. Avant qu'on passe au podium, un passage éclair pour quelque chose d'assez inclassable, mais qu'on ne pouvait pas ignorer juste comme ça. La Japan Animator Expo, c'est tout le bien que je pense de Space Dandy, mais on oublie les personnages archétypaux et le fil rouge de son univers. Là, c'est une anthologie de courts-métrages presque tous aussi fifous les uns que les autres. Un peu comme Genius Party, plein d'animateurs et de réals de talent se sont regroupés pour l'occasion. Entre Okiura, Imaishi et les prémices de Yuri on Ice, ça a été un sacré catalogue. Mes préférés sont Boubou et Bouboulina, Sex and Violence with Max Speed, 20 Minute Walk, Mi et Robot on the Road. Et n'hésitez pas à tous les regarder. Et ça, c'était une idée à qui? À nous. Numéro 3. Je veux que vous passiez un contrat avec moi et que vous deveniez des Puelamagi. That's right. Je ne pense pas m'égarer si je vous dis que Puelamagi Madoka Magica est un classique et un incontournable de la Japanimation. Je pourrais placer sans sourciller ce Magical Girl aux côtés de Cowboy Bebop, Evangelion ou Gurren Lagann. Alors c'est une des séries les plus difficiles à vendre sans spoiler, c'est pour ça que je vais en parler un peu plus longtemps avec et sans spoilers. Mais en quoi Madoka Meguka est-il si bien? Non. La question qu'il faudrait poser, c'est en quoi Madoka ne serait-il pas bon? Le scénar est incroyable, dense, lourd, oppressant, engageant, surprenant, super à revisiter. La soundtrack est une des meilleures de l'animation japonaise. C'est à la fois expérimental dans son animation en cut-out pour les espaces altérés des sorcières, et bim boum la bagarre au traditionnel. C'est épique, c'est tragique, et surtout ça me matrixe l'esprit depuis 2013 tellement c'est profond. Je reviens vite fait sur la musique, mais quel enfer de ne choisir qu'une seule piste pour cette vidéo. Des tracks inoubliables qui ne manquent pas de diversité. Madoka Magica est une masterclass totale. Et j'essaie de ne pas en faire trop. Le souci du détail peut aller de simple foreshadowing jusqu'aux paroles de l'opening qu'une fois à l'épisode 10, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu de mensonge et que tout était là. Même avec son ambiance oppressante et glauque, il est difficile de prévoir les proportions et les enjeux réels de Madoka Magica, qui rajoute la moutarde extra forte pour le final et le film suite qui conclut l'histoire. Rebellion est d'ailleurs un sacré foutoir visuel et narratif que j'avais détesté la première fois, mais dont j'ai su comprendre la nécessité une fois que j'ai admis que le film m'avait bolossé intellectuellement. Bon, j'avoue, il était pas clair aussi. Madoka tient toujours à sa réputation du Dark Magical Girl ultime. C'est sombre, mais pas ultra violent non plus. Les choses horribles sont émotionnelles et psychologiques, et vous remarquerez qu'il y a que très peu de sang dans Madoka. C'est plus du tragique au rage, au désespoir que des gamines qui ont des vies de merde gratuitement comme ça, comme tous les copycat torture porn qui sont sortis après. Je pense que si tout le monde a été aussi impliqué dans Madoka, c'est aussi grâce au talent des seiyuu qui ont vraiment su transmettre les émotions des personnages. Bon, pour ceux qui ont vraiment toujours pas vu Madoka, je vous suggère de skipper au timecode indiqué. Juste faites-moi confiance et foncez découvrir Madoka tant que vous le pouvez encore. C'est bon? On est libre? Parfait. Plus je revois la série et plus je découvre à quel point elle racontait plein de choses en même temps. Entre l'arc de la désillusion de Sayaka, la solitude et la façade de Mami, les regrets de Kyoko, et surtout le manque d'amour-propre pour toutes les filles, en particulier Madoka, qui pense trouver le bonheur si son sacrifice devient utile. Mais les personnages qui auront le plus marqué dans cette série sera sans doute Omura et Kyubey. Bon, je vais éviter de tergiverser sur Kyubey parce qu'on n'a pas trop le temps ici, mais c'est pour moi l'antagoniste de la décennie. Parce que franchement, moi il me fait hurler, il me rend fou avec son BTS marketing. Mais Omura encapsule l'Eros et Thanatos de la série, car Madoka est au final une histoire d'amour tragique, avec l'une des plus belles dichotomies entre deux personnages principaux. L'une est réactive, l'autre proactive, l'une devient Dieu, l'autre le diable, tout ça. Espoir, désespoir, les vœux que l'on fait pour autrui, mais pour autrui pour soi-même. La tragédie de Madoka Magica, c'est que les vœux d'Omura et Madoka sont incompatibles. Deux sacrifices nés d'un système qui les empêchera à jamais d'être heureux ensemble. C'est leur passion, leurs amours et leurs vœux qui les séparent à jamais. L'ironie du sort même que Madoka n'est le personnage principal qu'à cause de l'importance que lui accorde Omura. Ouais, bon, ça se place là en série de sad boy. Ou de sad girl, à l'occurrence.
Et pourtant, je ne fais que rester sur la surface. Mais il y a tant à dire sur Madoka qu'expliquer pourquoi en 2 minutes et au-delà de mes capacités. Où est la magie? Madoka Magica a fait ses preuves et mériterait à ce que j'approfondisse ce que j'essaie de communiquer dans d'autres vidéos. Une 3ème place au podium qui n'a pas été dérobée. So I pray never to forget that Inoka was suffering. Numéro 2. The Tatami Galaxy. 3ème et dernier animé de Masaki Yuasa dans le top, The Tatami Galaxy, c'est l'histoire ou des histoires d'un protagoniste sans nom qu'on appellera Watashi, qui à chaque épisode rentre à la fac, a un pur karma de merde et se demande comment aurait tourné sa vie s'il avait fait d'autres choix. Clic-cloc, 2,21 gigawatts et un pas de plus dans le passé. Rebelote et encore une fois des échecs et des regrets et ainsi de suite dans une boucle qui a l'air de n'en plus finir. Bon après, c'est pas du voyage temporel habituel ici, Watashi n'emporte pas avec lui sa conscience et ses connaissances d'univers parallèles, mais seulement son débit de parole digne de Julien Lepers. 高野川と鴨川に挟まれた三角地帯に位置する下鴨神社。京都に由緒正しき神社は山ほどあれど、中でも下鴨神社は平安以前から存在する屈指の大神社である。 Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. The Tatami Galaxy est un animé extrêmement touchant et personnel, une ode à la jeunesse et aux relations humaines racontée avec un lyrisme et un romantisme aussi fun que bien intentionné. La magie de Tatami Galaxy, c'est de mettre tout et n'importe quoi en scène de la manière la moins ennuyeuse possible, où le point de vue du protagoniste est mis à l'image par des métaphores pris à la lettre. Ça couplé avec l'absurde du quotidien de Watashi et les dialogues qui ne font pas mouche, il y a un charme et une pure énergie positive qui se dégage de Tatami Galaxy. Un cercle de répétition qui nous en fait voir de toutes les couleurs, qui offre de nouvelles perspectives à chaque épisode et yeeha, les cowboys zizi qui font pampan du fusil. C'est dur de ne pas se sentir visé par Tatami Galaxy si on a un jour remis en question ses projets d'avenir, si on a déjà eu envie de pécho à la fac, ou si on s'est déjà perdu dans un dédale de chambre étudiante multidimensionnelle à sentir mauvais et à avoir une fausse barbe qui gratte très très fort. Les 2 épisodes finaux tranchent radicalement avec le reste de la série. C'est vraiment à partir de là que Tatami Galaxy se culmine sur ces moments qui n'échouent jamais à me faire verser une larme. Et j'irais jusqu'à dire que sa conclusion a en quelque sorte bouleversé ma vie. C'est comme si elle m'avait crié vie putain, vie! Cette introspection sur les fantasmes de la vie d'adulte, je pense qu'on l'a tous eu. Et Tatami Galaxy m'a interpellé si directement que cet animé partage la première place de ma tier list de mes animés préférés ever, et ce depuis la première fois que je l'ai vu. Tatami Galaxy, ça fait du bien par où ça passe. Ça met la dépression de côté, ça fait relativiser sur les regrets, ça motive, et ça fait voir la lumière au bout du tunnel. Et comme l'a dit le frangin Kamina, souviens-toi, ne doute jamais. Ne laisse jamais le regret ni l'incertitude t'envahir. Le chemin que tu choisis par toi-même, c'est la seule vérité à laquelle tu dois croire. Et au miracle, Yuasa a remis le couvert 7 ans plus tard avec The Nighty Short Walk On Girl. C'est un roman pour les adolescents attardés. Une sorte de suite spirituelle en film qui est presque tout aussi bon. Alors pourquoi n'est-il pas number one? Autant que Tatami Galaxy est ultra respecté par la critique et tous ceux qui l'ont vu, ce n'est pas non plus ce que j'appellerais une série emblématique des 2010. Et la seule chose qui retient Tatami Galaxy à ce spot, c'est d'avoir été influent. D'avoir eu un succès plus large que cet animé que tous les youtubeurs manga snobinards recommandent à tort et à travers. C'est triste, mais fait est qu'il faut admettre que ça n'a pas la portée d'un Madoka ou d'un Devilman Crybaby, et ce malgré le portage de Tatami Galaxy sur Netflix. Mais il n'est jamais trop tard pour que ça change. Je continuerai à vous dire que Tatami Galaxy est un chef-d'œuvre et assurément un, voire peut-être le meilleur animé de sa décennie. Avant de passer au numéro 1, je me dois de citer des mentions honorables. Gundam Thunderbolt, une ambiance typée Cowboy Bebop avec le ton et la violence d'un ninja scroll. J'ai fini par voir cette série qu'au moment où je faisais le top, et il aurait très bien pu finir dans le top 20. Sans doute une des entrées de la saga Gundam où la guerre est à son summum de l'horreur. Je préfère néanmoins les autres OVA Gundam plus complets et plus chargés, puis bon, j'en ai déjà mis 2 dans le top, faut pas déconner. Space Battleship Yamato 2199, un très bon remake et space opéra, un excellent feeling tout du long avec une aventure et des personnages attachants, mais avec un final vraiment pas à la hauteur du reste. On dirait pas, mais c'était vraiment à ça d'être dans le top. Kekai Sensen, animation excellente, des concepts qui puent la classe, tout ce qu'on pouvait attendre de l'auteur de Trigun, mais teinté par des personnages hors sujet qui ruinent la narration de la première saison. Agretsuko, j'en ai déjà parlé, mais une série aussi mature qu'adorable qui mérite le détour malgré son style minimaliste. Nichijou, slice of life, gag et animation qui retournent le cerveau, Nichijou avait tout pour me plaire, mais je ne me revois pas revisiter la série car je m'y suis tout simplement pas reconnu dedans. Dragon Pilot, un style incroyablement mignon et marquant qui, tout comme Nichijou, a été réalisé avec beaucoup de cœur. Mais je n'avais pas grand chose à dire dessus, vu que ça ne m'a pas touché non plus.
Kuchu Buranko, une série pas trop longue sous acide qui félicite les excentricités des outcasts sociaux, qui se ternit un peu sous une forme de répétitivité qui nuit à son potentiel énorme. Violet Evergarden, on balance toutes les paillettes du monde, du pathos en voici, en voilà, une série où j'ai échoué le défi de ne pas pleurer, alors que je n'ai vu que 2 épisodes, et même pas dans le bon ordre. Il aurait eu sa chance si j'avais eu le temps de tout voir. Space Patrol Luluco, une mini-série d'autosatisfaction méritée de nos chers studios Trigger, c'est fun et ça véhicule un point simple efficacement, mais bon, les épisodes font 5 minutes et ça croule sous une base assez prétentieuse. Un must seulement pour les fans hardcore d'Imaishi. Ginga Eiyu Densetsu, une série pas mal réalisée avec des personnages cultes, mais absolument inutiles et fadas quand on sait que c'est le remake de ce qui est considéré comme un des meilleurs animés de tous les temps. Une femme nommée Fujiko Mine, sexy, à l'ambiance noire qui retourne aux racines de criminels de Lupin 3, mais qui s'étoffe dans un scénario confus, surtout vers sa fin. Et d'autres trucs qui sont tip top cool bien en rapid fire, Katanagatari, Baki, Tiger and Bunny, Fate Zero, Psycho Pass, Shingeki no Bahamut, Kiseiju, Carol and Tuesday, Rainbow, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Steins Gate et Rilakuma. Flashback au début de la décennie. Le studio Gainax est devenu l'ombre de lui-même. Hideaki Anno, Hiroyuki Imaishi, Yo Yoshinari et nombreux autres animateurs et réalisateurs responsables des plus grands chefs-d'œuvre de la Japanime ont tiré révérence. Mais tout comme le phénix renaît de ses cendres, un nouveau studio vit le jour, prêt à prendre la relève. Trigger était né. Et leur premier projet était devenu centre d'attention. Nul ne pouvait tourner le regard. Quelque chose d'historique allait se produire. Une chose était sûre. Miyazaki disait que les animés étaient une erreur, et il n'avait pas tort, mais il se rassurait. Il se disait « Trigger va sauver les animés ». Cet adage était déjà associé au studio bien avant Promare, bien avant Luluco, bien avant les Gridman et collaborations qui ont donné des trucs qui déchirent et des trucs qui déchirent beaucoup moins. Trigger était Trigger dès sa première série qui a bâti le chemin pour tout ce qui fut à venir. Et cette série, c'était... Mais ouais, sinon Kill la Kill, c'est mon choix pour l'animé de la décennie. Effectivement, les humains restent des humains. Et les vêtements, des vêtements. Tu veux bien arrêter de raconter des trucs aussi absurdes. Mais c'est exactement ce que nous sommes. Un choix qu'on peut contester mais qui sonne on ne peut plus juste à mes oreilles. Kill la Kill, normalement vous connaissez, mais en gros ça parle de meufs ultra vénères et des vêtements venus de l'espace qui les rend plus fortes si elles se mettent de plus en plus à poil. L'histoire en somme assez loufoque naît de la question mais qu'est-ce que c'est quoi un habit? Kill la Kill est une série d'une originalité débordante, un hommage otaku identitaire qui a su être emblématique pour toute sa décennie. Une série qu'on sait apprécier au premier coup d'œil mais qui devient 2 fois meilleure à chaque fois qu'on la revoit. Les personnages sont d'ores et déjà cultes, c'est du fun en barre non-stop, la musique est tellement marquante qu'on en fait des mèmes, la mise en scène en a toujours à revendre et c'est vachement stylisé jusqu'à surabuser ses gimmicks au point de les détourner au milieu de la série. C'est explosif, inventif et super bien storyboardé. À titre d'exemple, je trouve que la scène d'intro avec Gamagori Hira qui poursuit l'élève en sautant par la fenêtre est un des meilleurs in medias res que j'ai vu. Et ça se permet un coup comme ça, des petites astuces pour dynamiser, créer un impact humoristique avec une anime ultra limitée, établir ses propres codes esthétiques à base de fumée, de sang, de fibres et de lumière qui sortent d'on ne sait où. J'ose le dire, c'est réalisé avec plus d'intelligence et de maîtrise que Gurren Lagann qui est pourtant mon animé préféré. Kill la Kill est un amas de références. Un Glooby-Boulga qui aurait pas dû marcher en théorie, mais pourtant, vous prenez les bagarres de club over the top de Sukeban Deka et Ono no Tenkosei, la base scénaristique de Kyuchi Oni, l'outrance d'Apocalypse Zero, une antagoniste viscérale et dégueulasse tout droit sortie de Getter Robo Armageddon, vous racontez l'histoire militaire du Japon, du totalitarisme en voici, en voilà, tout plein d'imagerie sexuelle in your face, et vous aurez au final un animé qui ne ressemble à rien d'autre. Et malgré tout ça, il y a de quoi creuser, avec les backstories de Satsuki et son conseil des 4, sur les thèmes de soumission et d'union, d'habits et de nudistes, un savant mélange de personnages avatars symboliques et de personnages humains vraisemblables. Tout ça au profit du thème de la confusion, de la contradiction et de l'identité. Oh, il y a tout plein d'autres trucs aussi qu'au final c'est pas hyper important, même si c'est plus profond et plus débile qu'il n'y paraît. Oui, les deux à la fois. Kill la Kill et Kill la Kill.
Un croque-mitaine qui fout la hype par un studio auto-fondé et indépendant qui a mis à nu ses mérites marginaux. Ça te montre son absurdité au premier degré sans concession, et non seulement tu ne remets jamais en doute ton incrédulité, mais tu t'investis émotionnellement au personnage. Mais en plus, mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'amuse quoi. Kill la Kill raconte ce qu'il veut comme il veut, et pourtant Kill la Kill plaît. Kill la Kill n'est pas une adaptation, mais une série qui a été conçue à la fois pour fonder les bases d'un studio et se séparer de la masse. Kill la Kill est contradictoire mais existe et brille de son excellence tout en tirant profit de toutes les qualités qu'il peut avoir. Et c'est en ça que cette série est magnifique. Un concentré d'hémoglobine, de charisme incarné, de what the fuck en tout genre, de fanservice outrancier et de catharsisme humain absolu. Une série animée qui je pense a été parmi les meilleures, si ce n'est la meilleure de cette décennie. Voilà, j'espère que mon petit top vous aura plu. Comme vous le savez, je n'ai pas parole d'évangile et je suis curieux de savoir quels sont vos animés de la décennie à vous dans les commentaires. Sur ce, on se voit à une prochaine, restez chez vous, lavez-vous les mains et comme le disait Booba, garde la pêche. Merci, monsieur Abitbol, vous m'avez ouvert les yeux. No problemo, amigo. A plus. Mais pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés, monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu tour à tour une douzaine, on me les volait périodiquement, et comme chacun valait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement.